précédemment. Moi je vais venir chez toi, je t'explique tout de suite. D'ailleurs j'y vais, j'arrive, je viens chez toi. Aïe, putain. Enfin, désolé pour cette entrée en matière, mon cher ami, mais me voilà. Je suis... Vous abonner à la chaîne si vous avez aimé et sur Facebook et Twitter pour être mis au courant de l'avancée des prochaines vidéos. Pourquoi tu fais ça? J'ai vu que les vidéos sur internet faisaient souvent ça alors. Ok, bah je te fais pour ça alors. Allez, ciao les c***, passez. Arrête de me biper. Ciao. Oh là 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 là, oh, tu te calmes. Je vois que t'es toujours aussi sombre que tout à l'heure. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? En même temps, si tu t'étais pas évanoui comme le pire des lâches, j'aurais eu le temps de t'expliquer. Ok mec, t'es vraiment tombé chez mauvaise personne, y'a rien à voler chez moi. Ok, on va arrêter les conneries tout de suite car ça va vite me foutre en rogne et je gère extrêmement mal mes émotions et surtout ma colère. Donc pour faire simple, j'en ai rien à battre de tes affaires. Soit c'est trop vieux, soit je sais pas ce que c'est. Donc bon. Tu veux me tuer, c'est ça, hein? T'es le genre de malade qui aime torturer les gens jusqu'à la mort. Ok, tu me saoules. Tu connais le paradoxe du grand-père? Quoi? T'en as déjà entendu parler? Ouais, le paradoxe temporel. Le petit-fils voyage dans le temps pour tuer son grand-père, mais comme il tue son grand-père, il annule son existence, annulant la mort du grand-père, entraînant la naissance du petit-fils, etc. Ouais. Voilà. Et je dois t'avouer un truc. Je déteste les paradoxes temporels. Grand-père. Fouillant les méandres d'Amazon, d'internet et des vidéoclubs encore vivants, il est à la recherche des souvenirs oubliés du cinéma. Il est l'aventurier des films perdus. Trop bien. Salut à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de l'aventure des films perdus. Et pour la première fois dans cette chronique, on ne va pas parler d'un bon film. On va parler cette fois d'un très mauvais film à la publicité même pas cachée et qui fait honte à la mythologie vampirique. Et non, je n'ai pas parlé de Twilight. Aujourd'hui, on va parler de... Putain encore. Bon, écoute voisin, tu commences sérieusement. Bonjour. On dirait que j'ai frappé à la bonne porte. Oh, pardon, excuse-moi. Je m'appelle... Oh merde. C'est sympa comme musique. C'est quoi? Donc, retardiste, d'après ce que tu me dis, mon papy faisait une émission sur internet. Oui, c'était courant en 2016 que de jeunes idéalistes tentent l'expérience de la vidéo sur internet avec pour espoir de réussir et de vivre de leur création. Ça a l'air totalement utopiste et inutile. Faudrait que j'essaye. Vu le choc subi, ton grand-père ne va pas se réveiller avant quelques heures. Tu pourrais prendre sa place pour cet épisode? Ouais, t'es gentil, mais je sais pas de quel film je vais parler là. D'après mes données, son 4e épisode était basé sur le film Dracula 2001. C'est quoi encore ce truc? Tu peux le télécharger? J'ai trouvé un lien en streaming. On peut le voir maintenant si tu veux. Ok, vas-y. Lance Dracula 2001. C'est quoi cette merde? Je me sens sale. Ok. J'ai vu beaucoup de choses horribles dans ma vie et il y a très peu de choses qui me choquent. Mais là, c'est criminel de faire ça. J'entrave quasiment rien en cinéma et je le vois que c'est nul. C'est dire.
Attention, pendant cette vidéo, le film va être intégralement spoilé. Si vous voulez garder la surprise, nous vous conseillons de ne pas regarder cette émission. Non mais oh, mais que dalle, ouais. Les gens en ont quelque chose à foutre de ce film. Ouais, j'avoue, j'ai pas envie de me faire spoiler ce film qui a l'air vraiment génial. Je vais regarder Karim Debache, c'est carrément mieux. Tu t'arrêtes tout de suite, petit bâtard. Si je te vois mater ce camel de biche, je viens chez toi et je te pète tes dents. Fais attention, fils de Et pourquoi tu me censures? Parce que j'en ai marre de t'entendre dire des grossièretés et qu'on doit rester tout public. Mais je t'emmerde, face de T'as pas à contrôler ce que je dois dire? Sac à C'est ça. Allez, cause toujours, pauvre con. Hop. Salut à tous, c'est Karim Debache. Oh le petit enfant. Retardis, retrouve ses coordonnées tout de suite pour que je me téléporte chez lui. Putain. Dracula 2001, ou Dracula 2000 dans sa version originale. Le film est sorti le 22 décembre 2000 aux États-Unis et le 9 mai 2001 en France, expliquant le changement du titre. Ouais, ils ont enculé les mouches quoi. Donc Dracula 2001 est un film du genre fantastique racontant le retour du célèbre vampire dans les années 2000 et qui se veut comme une adaptation moderne du roman écrit par Bram Stoker, publié en 1897. Il est le premier volet d'une trilogie, mais très sincèrement vu la qualité de celui-ci, je ne pense pas que je vais parler des autres. Et qui a pour acteur Gerard Butler dans le rôle de Dracula, Johnny Lee Miller dans le rôle de Simon Shepard et Justin Waddell dans le rôle de Mary Heller Van Helsing. Il est écrit et réalisé par Patrick Lussier, qui était au départ le monteur de Wes Craven pour les 3 premiers Scream, et qui coécrira plus tard le scénario de Terminator Genesis. C'est donc ça que Papy hurlait dans ses cauchemars. Le film commence en 1897 avec quelques plans du Déméter, le bateau qui va emmener Dracula de Transylvanie jusqu'à Londres. Mais comme c'est Dracula, eh bien l'équipage va se faire sauvagement zigouiller. D'ailleurs, ce plan du capitaine attaché à la barre peut être vu comme une référence au Nosferatu de Murnau, sorti en 1922. Ah bah ouais, pour trouver des infos à la con, il y a du monde, mais pour faire un voyage dans le temps correct, y'a plus personne. T'en conviendras que c'est plus facile de faire une recherche sur Wikipédia plutôt que dans l'espace-temps. Wikipédia quoi? Après cette brève introduction, nous arrivons à Londres, en l'an de grâce 2000, à l'époque où elle n'était pas encore à moitié détruite. Nous découvrons le personnage de Simon, un jeune employé qui a peu de charisme sans sa barbe, et de son patron, Matthew Van Helsing, joué par Christopher Plummer. Et ce cher Simon a réussi à lui dégoter une jolie arbalète qu'il va pouvoir mettre dans sa collection d'antiquités. Bon, pour l'instant, le film commence pas trop mal, même si je suis pas trop fan de l'esthétique générale, mais ça passe. Mais on va arriver à l'un des points qui me pose problème dans le film, et c'est au bout de même pas 5 minutes, et ce point, le voici. It sounds like something your grandfather would have used to hunt the old Simon, you know how I dislike this kind of talk. Sorry. How my poor grandfather could have inspired a character out of Bram Stoker's book, I'll never know. In truth, he was simply a country doctor who built up an antique business. Nothing more. Donc le film intègre clairement dans son univers le roman de Bram Stoker. Il le dit, le roman existe, a eu le succès que l'on connaît, et le Van Helsing que l'on suit est le petit-fils de celui qui a inspiré le fameux chasseur de vampires, le plus grand ennemi de Dracula. J'y connais rien en cinéma, mais je connais 2-3 choses sur les vampires. Bon là, pour l'instant, vous voyez pas où je veux en venir. Vous vous dites sûrement que c'est une bonne idée d'intégrer la référence vampirique à une histoire de vampire, mais vous inquiétez pas, gardez ça en tête, on va l'utiliser après. Un peu plus tard, le bureau est attaqué par une bande de voleurs, composée notamment de Steve de That 70's Show, du Dr Foreman de Dr House, et d'une employée que l'on a vu un peu avant, et qui est en réalité une infiltrée. Car cette dernière pense que Van Helsing conserve un trésor tellement important qu'il le cache dans un coffre immense avec ouverture par empreinte digitale et rétinienne. Mais ils vont découvrir au départ juste des vieilleries, des crucifix et des crânes avec des dents très pointues. La bande découvre un peu plus loin une porte avec une croix énorme dessus, avec derrière un cercueil en argent, et quand ils l'embarquent, 2 d'entre eux se font violemment tuer par des pièges et le sang giclé est aspiré par le cercueil. Et je dois l'admettre, l'intro est plutôt cool. C'est pas l'idée du siècle, certes, mais le film démarre bien. T'es beaucoup trop gentil pour être honnête, ça cache un truc. T'inquiète, c'est pour mieux le détruire à la fin. Oh, tu m'as fait peur. Nous sommes alors introduits au personnage de Mary Van Helsing, la fille du patron, qui vit à la Nouvelle-Orléans et qui se tape régulièrement des cauchemars montés par un mec sous crack. Ou bien c'est parce que c'est monté par un mec sous crack que ça devient un cauchemar. Et pendant que celle-ci se balade avec sa coloc, la bande est dans un avion et essaie d'ouvrir le cercueil. Pardon, hein. C'est ridicule quoi. Enfin, je sais bien que c'est dégueu, tout ça, y a pas de souci, hein. Mais tout ce que je vois, c'est une foutue sensueuse. Sensueuse. Mais c'est un super exercice d'articulation, ça.
sans suceteuse, sans suceteuse, sans suceteuse, sans suceteuse, sans suceteuse. Bref, vous voyez le tableau quoi. C'est juste une pute de sans suceteuse qui attaque l'œil de Steve. Et tu vas utiliser un bruitage différent pour me censurer à chaque fois. Ouais, j'aime bien, ça te rend plus agréable. Donc Steve, après avoir magistralement gagné contre une sans-suceuse, a envie de paraître encore plus en se penchant vers le cercueil. Et s'ensuit la mort d'abruti numéro 2, mort stupide car il glisse sur une flaque de sang avant de se faire choper par Dracula pour un bisou Spider-Man style. Dracula qui a d'ailleurs une gueule pas trop dégueulasse, au maquillage un peu cheap certes, mais le côté zombie passe plutôt bien. Oh putain! Le Dracula du film est tellement nul qu'il a fait planter au Tardis. En même temps, je le comprends, il a la même gueule que mon grand-père quand il avait 16 ans, j'avoue, ça choque. Ah, tu peux plus rien dire, hein! Tu peux plus me censurer, hein! Fils de... Mais comment tu fais? Et pendant tout le film, Dracula est plat. Gerard Butler le joue extrêmement mal. Il n'a aucune dimension, aucune envergure, il ne fait jamais peur, ce personnage est complètement vide d'intérêt. Et c'est un peu dommage quand le film porte son nom. Matthew Van Helsing arrive donc à la Nouvelle-Orléans, discrètement suivi par Simon, tandis qu'une journaliste useless enquête sur le crash de l'avion de tout à l'heure. Et elle se fait juste après attaquer et séduire par Dracula. Dans cet ordre, Matthew arrive à l'hôtel de ville où a été conservé les corps des victimes du crash et le cercueil. Il est rejoint par Simon et s'ensuit une grosse scène d'action mal réalisée, totalement sous-jouée. Oh, Mr. Van Helsing, haven't you been selfish? Ou surjouée. Et avec des effets spéciaux vraiment laids. Par contre, le fusil est assez stylé. Steve meurt, le Dr. Foreman s'échappe après des répliques plutôt drôles. Sorry, sport. I'm an atheist. God loves you anyway. L'autre mec est tué et nos deux héros s'enfuient à cause des flics qui arrivent, laissant Solina en vie. Nous avons droit alors à un flashback racontant la capture de Dracula par Van Helsing. Il raconte alors qu'il est le véritable chasseur Abraham Van Helsing, et non un descendant, et qu'il a décidé de rester en vie le temps de trouver un moyen pour détruire Dracula. Pour cela, il utilise le sang de ce dernier, aspiré par des sans-sauteuses, pour se maintenir en vie. Mais comme il a le sang du vampire dans ses veines, sa fille aussi, expliquant pourquoi Dracula désire tant la trouver. Bien que l'idée soit plutôt cool, je dois le reconnaître, j'aurais trouvé plus intéressant que ce soit un descendant d'Abraham Van Helsing, sous-entendant donc une lignée de chasseurs de vampires dont Mary ne fait pas encore partie. Et ça aurait été moins incohérent que l'idée de base, car selon le flashback, qui se passe en 1897 selon le film, Van Helsing est déjà plutôt frais. Alors, je veux bien croire que le sang de vampire maintient en vie, tout ça, hein, mais pour concevoir une fille qui a 30 ans dans les années 2000, ça veut dire qu'elle est née en 1970, soit 73 ans après le flashback, ce qui n'est pas rien. Mais on peut mettre ça sur le compte de la suspension consentie d'incrédulité et donc abandonner notre scepticisme sur les pouvoirs du sang de vampire. T'as utilisé plein de mots que je connais pas, donc je pense que t'as raison. On continue. Malgré le fait que Dracula ait vu plusieurs fois Mary, et donc sait où il peut la trouver, il décide d'attendre la fin du film. Parce que c'est quelqu'un de sympa, je suppose, et décide donc de se balader dans les rues de la Nouvelle-Orléans. C'est quoi ce son ? D'après mes registres, on appelle ça du métal. C'est un genre musical au style multiple, pouvant aller du métal symphonique au black metal, sans oublier de nombreuses itérations comme le Slipknot c'est de la merde, ou le va écouter du Evanescence au lieu de nous faire chier. Sérieux, ça existe ? C'est ce que j'ai trouvé dans beaucoup de forums traitant du sujet. Mais pourquoi ils mettent du métal dans un film Dracula ? Dans la période cinématographique 90-2000, il était de bon ton pour les films de mettre du métal pour donner un côté sombre, violent et pseudo-rebelle. L'exemple le plus parlant est le film Daredevil en 2003 qui va abuser de ce procédé. Même si ça colle pas avec l'histoire ? Même si ça colle pas avec l'histoire. Quelle bien étrange période. Dracula découvre alors le monde du 21e siècle, qui a l'air de bien lui plaire, car c'est rempli de sexe, de montage ultra speed et de métal bien baveux. Et il apprend tout ça sur l'écran d'un magasin Virgin. Ce que vous voyez est un placement de produit, mais ce n'est pas n'importe quel placement de produit. C'est le placement de produit le plus forcé de l'histoire du cinéma, avec rien de moins que 3 logos Virgin, au cas où les gens n'auraient pas compris quelle marque avait financé le film. Surtout que c'est le seul sponsor qu'on voit durant tout Dracula 2000. Et pour couronner le tout, Mary travaille dans ce magasin Virgin, mais ça n'apporte absolument rien à l'histoire, ce qui fait que le placement de produit est grossier et inutile. Tandis que Dracula continue de vagabonder dans cette pub géante et attire les regards de toutes les filles alors qu'il ressemble à un prédateur sexuel, il décide de séduire Lucy, la colocataire de Mary. Celle-ci
qui le ramène pour une folle nuit de sexe, et il faut bien avouer que quand Gerard Butler ne surjoue pas le méchant, bah il est plutôt charmant. Et c'est à ça que ressemble Dracula à la base, quelqu'un de poli et de charmant. C'est dommage que le réalisateur veut à tout prix nous montrer Dracula comme un gros méchant, car il ne sait pas diriger Butler pour qu'il joue ce type de personnalité. Au même moment, Simon retrouve Mary. Celle-ci flippe et Simon se fait attaquer par le Dr Foreman à côté d'un placement de produit. Sérieux, pourquoi ils se sont fait chier à tourner dans de vrais décors? Ils auraient pu tout faire sur un fond vert et juste incruster des logos Virgin dessus. Quitte à faire de la subtilité, autant y aller jusqu'au bout. Never, ever fuck with an antique dealer. Worst punchline ever. Van Helsing arrive alors dans la maison de sa fille et se fait tuer par Dracula. Mary découvre le corps empalé de son père pas par un pieu, mais sous un pieu, et se fait pourchasser par Dracula, qui décide pour le coup de ne pas utiliser sa super vitesse pour la choper, mais de se transformer en effet spécial super moche de loup pour le fun, et Simon tombe à pic pour lui tirer une balle en argent qui transforme le loup moche en chauve-souris moche. Simon et Mary se réfugient alors dans une église et font des recherches sur Dracula et sur un moyen de le tuer. Mais ils se font surprendre par ce dernier qui apparaît sous un magnifique spectacle son et lumière de salle des fêtes. Les personnages se séparent au lieu de rester ensemble, ce qui fait que Mary, toujours montrée comme fragile, est toute seule dans un cimetière avec un Dracula bien vénère aux fesses et des machines à fumer partout. Il paraît que c'est stylé dans les cimetières pour donner une ambiance Scooby-Doo. Mary se fait donc attraper par Dracula et celui-ci disparaît en se téléportant. Ce qu'il aurait pu faire énormément de fois avant pour l'attraper, mais bon, soit. Les filles qui se sont faites vampiriser attirent Simon dans un piège et décident d'être les plus belles pour sortir ce soir. Je les soupçonne d'être très fans de Charlie et ses drôles de dames. J'avoue. Donc Simon se bat avec les demoiselles, il essaie de relancer l'intérêt du film avec une allusion phallique à peine masquée. Ah, bien tenté. Mais se fait battre quand même, tandis que le film décide de situer sa scène finale sur un toit pourri avec un Jésus en néon du plus bel effet. Hey, Korean Jesus. I have borne the very wrath of God. Chosen to suffer like no man before. Who are you? Oh putain. On y arrive. La scène de révélation. Bon. De base, demander qui il est à Dracula, c'est stupide. C'est Dracula, quoi. Il n'y a rien d'autre. À part le fait qu'il est comte et qu'il vit en Transylvanie. Et qu'il a été inspiré par Vlad Tepes, l'un des princes de Valaki les plus violents et meurtriers, et qu'il était surnommé l'Empaleur. Voilà, c'est une question stupide de demander qui il est, on le sait déjà. Sauf que le grand monsieur qui a écrit et réalisé son film s'est dit qu'il fallait une bonne grosse révélation finale, hein. Cette révélation était tellement stupide que j'ai dû arrêter le film 5 minutes le temps de m'en remettre. Cette révélation est tellement mauvaise que n'importe quel film de M. Night Shyamalan a une fin satisfaisante à côté. Je sais absolument pas qui est ce monsieur Mashmaman, mais ça sonne comme une insulte, donc j'accepte. T'as tout compris, high five. Bref, vous êtes prêts à vivre l'une des révélations les plus pourries de tous les temps? Non, je veux pas revivre ça. Eh bien, serre le mini USB et pris pour ta arme. Let's go. Judas Iscariot. The cross. The silver. All the things you came to despise. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point cette idée est merde? Je ne pense pas, mais je vais faire quand même. Déjà, le montage est naze et le décor est ignoble. Sérieux, on dirait du carton-pâte. Ensuite, cette révélation n'est là que pour expliquer le fait qu'il ait peur des croix et de l'argent. On s'en cogne, purée! Ça suffisait juste pas que, je sais pas, ça soit un prince des ténèbres, un démon suceur de sang.
C'était pas suffisant pour expliquer le fait que Dieu ne soit pas son BFF? Même s'il prépare petit à petit cette révélation par quelques plans au fil du film et dans des interrogations des héros, ça reste une révélation qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Et en plus, c'est de la fainéantise scénaristique, car au lieu de créer des mythologies diverses et variées, pourquoi ne tout simplement pas les lier à la Bible? Hein? C'est tellement plus facile, les gens n'ont pas à se creuser la tête pour comprendre pourquoi Dracula est méchant. C'est Judas! Il a juste massacré et manipulé des gens pendant tout le film, mais le fait qu'il ait trahi Jésus, ah ça, c'est absolument impardonnable! Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre la Bible. Les gens croient ce qu'ils veulent et ça reste une mythologie importante. Mais lier Dracula à la Bible, c'est comme si dans 30 ans on fait un remake de Doctor Who et qu'on révèle à la fin qu'en fait le docteur c'est Jésus. Ce serait incroyablement décevant et frustrant, et ça réduirait un univers passionnant à juste un chapitre de la Bible. Après, Dracula a toujours été lié à la religion, principalement à cause de l'époque où il a été écrit. Mais en faire Judas, ça reste juste une idée de... Bon, là je vais complètement rusher la fin car cette révélation m'a saoulé, et je pense que vous vous doutez de comment ça se termine, les gentils survivent et les méchants meurent. Ouh, l'originalité! Et notons quand même que pour résoudre le fait que Mary soit devenue vampire, voici la résolution. Eh bien non les gens, vous êtes gourés, les vampires ne sont pas des êtres condamnés à rester comme ça, voyons. Il faut juste que Dracula leur dise une phrase et c'est réglé. Ah là là, la fainéantise, cette génie incomprise. Purée. Enfin fini. Ce film est une horreur. Et le pire, c'est que ça aurait pu être intéressant. Faire une adaptation à l'époque moderne, c'est une idée qui est pas dégueu. Surtout que quelques années avant, Francis Ford Coppola avait réalisé un film Dracula qui se passe à l'époque du bouquin, et qui est génial. Voilà. Donc si Dracula 2000 avait été bien fait, on aurait eu 2 visions du mythe. Mais si vous vous souvenez bien, je vous ai dit de retenir un tout petit truc. Donc le film intègre clairement dans son univers le roman de Bram Stoker. Il le dit, le roman existe, a eu le succès que l'on connaît, et le Van Helsing que l'on suit est le petit-fils de celui qui a inspiré le fameux chasseur de vampires, le plus grand ennemi de Dracula. L'intégration du bouquin dans l'univers de Dracula 2000 est la plus grande faiblesse du long métrage, car les libertés que le réal peut prendre par rapport à la mythologie vampirique seront obligatoirement des incohérences par rapport au mythe originel. Et de plus, toute l'intro du film que je trouvais plutôt sympa est au final complètement incohérente, car si le bouquin est intégré dans le film, ça veut dire que tout le monde connaît Dracula, même les voleurs. Et ils vont voler le coffre-fort d'un mec qui s'appelle Van Helsing. Et il y a personne qui fait le lien entre un putain de coffre-fort rempli de crucifix, de crânes en langue et d'un cercueil en argent, tout ça appartenant à un gars qui a exactement le même nom que l'ennemi de Dracula, et Dracula. Et les personnages peuvent bien dire oui, c'est juste une mise en scène pour nous faire peur. Mais mec, n'importe quelle personne un minimum censé voir ça, il flippe sa mère. Il prend son téléphone, il appelle sa maman pour lui dire qu'il l'aime et que c'est lui qui a mis feu au tapis du salon quand elle avait 7 ans. Cette personne ne va pas dans une putain de cave glauque d'un gars qui s'appelle Van Helsing et qui pourrait très potentiellement contenir le plus grand vampire de tous les temps. Sérieusement, ça les rend complètement... Et c'est quoi ce bruit de censure? C'est le bruit de 2 tortues qui s'accouplent, c'est mignon, non? Non. Non, ça l'est pas. Taré. Mais vous savez le pire? C'est que si l'histoire n'avait pas précisé que le roman de Bram Stoker existait, on aurait eu un début film cohérent, car n'importe quel spectateur aurait fait le... Comment tu dis déjà? La suspension consentie d'incrédulité. Ouais, voilà, le truc suspendu là. Bah, n'importe quel spectateur aurait accepté le fait que personne ne connaisse Van Helsing ou Dracula. Et ça aurait été plus logique que cette pseudo-originalité. Car franchement, ça apporte quoi le fait que le roman existe dans l'univers du film? La diégèse, on appelle ça la diégèse. Bon, écoute, vu que t'as décidé d'être rapide juste pour me casser les... T'arrêtes de me biper! C'est pas ma faute si tu connais rien! Bref, des incohérences pareilles, ça ruine le peu de bonnes choses qu'il y a dans ce film. Car il y en a. Quand Gerard Butler ne joue pas le méchant cliché, il fait paradoxalement un Dracula beaucoup plus crédible, assez charmant, et avec beaucoup plus de nuances que ce qu'il fait pendant tout le film. Le début avec le Déméter a une vraie volonté de se rattacher au roman. La scène du coffre-fort est chouette, la scène de l'attaque de la journaliste avec Dracula qui n'apparaît pas sur la caméra, comme il n'apparaît pas sur les miroirs dans le flashback où il se fait capturer, crée une vraie bonne scène horrifique, qui est gâchée par sa fin idiote. Oh, cette main a l'air tellement douce. Et il y a 2-3 idées esthétiques assez cool, comme le fusil anti-vampire et certaines transitions. Mais c'est tellement rien
par rapport au degré de nullité que représente ce film, je pense que vous l'avez compris. Dracula 2001 est juste mauvais. Un navet même pas marrant à regarder tellement il est énervant dans ses clichés. La réalisation est mauvaise, le placement de produit est dégueulasse, le montage est épileptique et les personnages sont juste là pour suivre l'intrigue et ne développent aucune personnalité. Ce qui fait qu'on n'a ni attachement ni répulsion pour eux. Ceci est encore plus flagrant chez Dracula qui ne provoque aucune fascination, aucune terreur, mais juste un ennui profond. Le scénario est simpliste, et même s'il tente parfois de développer une ou deux idées pas trop mauvaises, elles sont systématiquement détruites par les incohérences. Et la fin achève d'entraîner le film vers les limbes de la médiocrité, avec une révélation stupide et un combat final décevant. N'allez pas le voir. Je vous en supplie. J'ai sacrifié 1h40 de ma vie pour le regarder, et j'aimerais que ça serve à quelque chose. Pitié. Bon, bah je crois que c'est terminé. Plus jamais je regarde un film aussi mauvais. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez aimé et nous suivre sur Facebook et Twitter pour être mis au courant de l'avancée des prochaines vidéos. Pourquoi tu fais ça? J'ai vu que les vidéos sur internet faisaient souvent ça à la fin. Hein? Ok, bah je te fais confiance alors. Allez, ciao les c***, passés. Arrête de me biper! Ciao! Donc tu as fait l'émission à ma place. C'est ça. Et tu es mon petit-fils venu du futur. Voilà. Et ça a été difficile de te retrouver, hein, parce que j'ai atterri à Bruxelles alors que t'étais à Paris. Et bon, vu que Retardis fonctionne une fois sur 5 et que j'avais pas envie de me retrouver encore à l'époque de l'explosion de Saturne... Quoi? Ouais, c'est pas super fiable comme machine, j'admets. Donc je me suis dit, allez, on va prendre le train. Sauf que mon argent n'existe pas à cette époque. Et que j'ai pas d'argent. Et que vu ma gueule, bah je peux pas trop frauder. Donc je me suis dit, allez, on va le faire à pattes, on va faire Bruxelles-Paris à pied. C'était long, hein. Et j'ai rencontré des gens. Ils étaient cons. Mais cons. Vous avez fait péter Saturne? Alors, techniquement, non. En fait, je veux pas savoir. Pourquoi t'es là? En fait, je t'ai jamais trop connu. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen pour passer un peu plus de temps avec toi. Pour te connaître. C'est gentil. Et aussi parce que j'ai pas d'autre endroit où squatter. Hein, ouais, forcément. Et aussi parce que je suis un réfugié de guerre venant d'un futur apocalyptique et traqué par les Gestapo d'une multinationale dirigeant le monde. T'attends quoi? Et c'est pas mon vrai visage. Quoi? Et l'overboard n'existe toujours pas. Mais putain! C'est quoi ce bip?